sur les antennes de la chaîne publique, la CATV, la radio, qui annonce que le candidat Matomba a désisté au profit du candidat Biya. Un des plus gros mensonges que j'ai jamais vu. Je savais que dans la politique, on mentait beaucoup. Le 12 octobre 2025, les Camerounais choisiront le futur président de la République. À l'approche de cette échéance décisive, nous vous proposons un rendez-vous unique, quelques minutes d'entretien, pensé comme un espace de vérité et de clarté. Ici, pas de confrontation stérile ni de complaisance, juste un dialogue franc, exigeant, respectueux, donnant l'opportunité à chaque candidat d'exposer son parcours, sa vision et son engagement devant vous, chers citoyens et électeurs, afin que vous puissiez mieux comprendre, comparer et décider. Parce que l'avenir du pays se joue aussi dans la transparence des idées et également dans la force des convictions. Une interview spéciale présidentielle commence maintenant. Bienvenue à tous. Né le 30 septembre 1979, fils d'un agent de police et d'une mère au foyer, notre invité du jour fonde sa toute première entreprise dès l'âge de 17 ans. L'aventure le conduira par la suite au Portugal où il fondera une autre entreprise, cette fois-ci dans le secteur des hydrocarbures, entreprise appelée Ton Super. Il reviendra par la suite au Cameroun afin d'investir et de bâtir. Le patron de médias et entrepreneur s'illustre en 2010 en fondant le parti politique, le PURS, Peuple uni pour la rénovation sociale. En 2013, il est élu conseiller municipal pour Douala 4e et il marque son passage par des actions fortes, notamment une grève de la faim contre la hausse des prix des hydrocarbures et des APE en 2014. Distingué à plusieurs reprises, il se définit comme le défenseur des plus vulnérables et également un acteur du renouveau. Notre invité du jour ou de ce soir, c'est Espoir Matomba. Bienvenue dans une interview. Merci de vous convier à ce programme. Mais il faut peut-être une petite précision. D'accord. Je ne me définis pas comme un acteur du renouveau. Je me définis comme un acteur de la libération du Cameroun, de la souveraineté du Cameroun, mais surtout un acteur d'un Cameroun nouveau. D'accord, nous aurons l'occasion de détailler cela point par point. Alors, c'est ainsi qu'on raconte votre histoire. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce portrait que nous venons de dresser? Un tout petit peu. Disons que ce sont les grandes lignes d'une vie. Vous savez que relater une vie prendrait du temps, des livres, et je peux retenir de ce que vous avez relaté comme des grandes lignes d'un parcours qui est mien. D'accord. Beaucoup ou bien nombreux ne vous connaissent pas la casquette d'élu du peuple déjà. Pourtant, vous êtes bien conseiller municipal à la mairie de Douala 4e. Vous êtes également grand conseiller à la mairie de Douala. Quelles sont les actions que vous menez en tant que tel? Écoutez, il faut déjà savoir que le conseil communal, c'est un conseil, si vous voulez, consultatif. D'accord. C'est un conseil qui arrête les délibérations et qui permet donc à l'exécutif communal ou de la ville de pouvoir agir. Mais les conseillers ne sont pas des acteurs exécutifs, n'est-ce pas, du programme ou du projet qui est arrêté au niveau de la mairie. Les conseils, selon la loi, peuvent se réunir 3 à 4 fois par an. C'est-à-dire que vous arrivez, il y a un projet qui est présenté, il y a des délibérations qu'il faudra arrêter, il faut analyser peut-être le plan qui est exécuté à mi-parcours, pendant le parcours, il faut voir ce que l'exécutif est en train de faire et nous statuons donc autour de ces questions. Nous votons le budget et nous permettons à l'exécutif de travailler. C'est ça le travail des conseillers. Nous veillons aussi à ce que les besoins des populations de nos différents quartiers, de notre ville, soient, n'est-ce pas, considérés dans l'élaboration du budget, dans les prises de décision de l'exécutif,
Depuis plusieurs mois, vous procédez à l'installation des bureaux communaux à Douala, Bertois, à Kono et ailleurs. Dans quel objectif et pourquoi maintenant et pas avant? Mais il faut savoir que le PURS ressort d'une restructuration profonde du parti. Après les échéances 2020, nous avons au niveau du bureau politique du parti dissous toutes les unités du parti. Il a fallu restructurer le parti qui a abouti à une restructuration jusqu'au bureau national. Vous voyez, et à partir de là, il fallait donc respecter un calendrier pour pouvoir commencer à refaire les installations des nouveaux bureaux constitués, pour avoir une meilleure présence, pour pouvoir répondre aux attentes des Camerounais. C'est en réalité ça, la vie d'un parti. La vie d'un parti, ce n'est pas une période électorale, ce n'est pas en pleine période électorale, c'est tous les jours. Donc, il fallait donc revoir le type de militants que nous avons. Et nous sommes donc dans cette phase d'installation. Malheureusement, ou heureusement, ça cadre avec une période pré-campagne. Donc, certains pourraient attribuer cela à une sorte de pré-campagne que nous sommes en train de mener, ou encore de campagne, mais non, c'est l'agenda du parti qui coïncide avec cette période. Et abordons donc la partie politique qui vous prend 25 heures sur 24, comme vous le dites. En 2018, vous êtes candidat à l'élection présidentielle, mais vous n'êtes pas élu. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Plusieurs choses n'ont pas marché. La première, c'est que nous arrivions dans un monde presque inconnu. La première élection présidentielle à laquelle nous participons, c'est celle de 2018. Nous y allons et nous sortons de là, excusez-moi du terme, grandis. Pourquoi grandir? Parce que nous apprenons de tout le circuit électoral d'une présidentielle. C'est-à-dire, partant de la commune au département, à la région et au niveau national. Nous avons mené une campagne, une grande campagne, du porte-à-porte, un peu partout dans toutes les régions. Nous avons eu nos représentants, pour certains, dans plusieurs régions, mais on ne couvrait pas la totalité des bureaux, ça c'est une vérité. Nous avons essayé de travailler pour que cette élection, nous puissions la gagner en 2018. Malheureusement, nous n'avons pas pu. Mais alors, le travail que nous avions abattu à cette époque-là, curieusement, a été saboté les 2 derniers jours du vote. C'est-à-dire, vous avez le 6 septembre, sur les antennes de la chaîne publique, la CATV, la radio, qui annonce que le candidat Matumba a désisté au profit du candidat Biya. Un des plus gros mensonges que j'ai jamais vu. Je savais que dans la politique, on mentait beaucoup. Mais nous nous sommes donnés pour mission au PURS de ne pas mentir en politique, de faire d'une politique vraie. Mais là, ce type de manipulation, c'était quand même exagéré. Que la chaîne publique, qui est celle la plus répandue sur tout l'étendue du territoire, se prête à ce type de manipulation, de mensonge, c'est quand même trop grave. C'était au 13h. Vous imaginez la portée du 13h sur tout l'étendue du territoire. J'ai dû prendre 2 ans pour dire aux militants, reparcourir le territoire pour dire aux gens c'était faux. Parce que des gens ont dit, vous nous avez trahis. On avait confiance en vous, mais vous avez trahi. Et plusieurs ne sont pas allés voter pour ça. Plusieurs ont voté contre nous pour ça. Vous savez, quand vous avez abattu un travail pour lequel vous êtes confiant, et qu'à la dernière minute, on vient de vous dire que vous avez désisté, c'est quand même terrible. Bien que le démenti, nous avons formulé un démenti, le démenti n'a pas eu la portée qu'il fallait. Mieux, mais elle ne s'est pas arrêtée à cette chaîne. Il y a une autre chaîne privée. Je cite ces médias et je les cite depuis parce qu'ils ont été à l'origine de ce qui s'est passé en 2018. Un média, Afrique Média, a mis sur son synthèse. Nous avons capturé cela, nous les avons. Le candidat Serge Espoir Matumba a désisté en faveur du candidat Boulia. Ça passait en boucle. J'ai essayé de contacter la direction de ces médias, je n'ai pas pu. Certaines personnes de mes équipes de campagne ont pu avoir le PDG de cette chaîne qui a confié à l'un que c'est venu du cabinet signé. Bon, quand
Quand vous avez donc un pays dans lequel on peut facilement manipuler une information et se dire que parce qu'on a le pouvoir, on ne peut pas être contrarié ou on ne peut pas être, comment je vais le dire, on ne peut pas, ou alors nous porter plainte ou se battre contre nous, vous voyez que tout de suite, il y a un problème. Mais mieux, ça ne s'est pas arrêté là. Ce même jour, à 16 heures, un autre parti politique, de l'opposition cette fois, annonce dans les réseaux sociaux que le candidat Matumba s'est rallié à la Ligue. Donc, il était de bon ton que nous soyons sanctionnés par ces électeurs-là. Mais, comme je l'ai dit, nous sommes sortis grandis parce que nous avons appris de tout ce circuit et de toutes les petites erreurs que nous avons commises durant notre parcours. Mais nous avons surtout tiré des leçons. Nous avons surtout tiré des leçons. Et je peux vous rassurer qu'au lendemain de la présidentielle de 2018, nous avons commencé à préparer celle de 2025. D'ailleurs, 2020, nous sommes allés aux élections municipales et législatives. C'était en vue de préparer la présidentielle. Justement, si je comprends bien, il y a eu beaucoup d'erreurs commises en 2018, peut-être pas naïveté de votre part. Pas forcément de nous. Bon. Mais nous avons tiré... Vous avez tiré des leçons de l'expérience de 2018. Donc, on peut en conclure que vous êtes aujourd'hui beaucoup plus outillé. Puisque vous vous représentez à cette élection présidentielle en tant que candidat, donc cette fois-ci, vous êtes sûr d'avoir toutes vos chances d'accéder à la magistrature suprême? Donc, vous pouvez être rassuré que nous sommes suffisamment préparés pour gagner cette élection de 2025. Je dis bien suffisamment préparés pour la gagner. Et nous ne nous préparons pas aujourd'hui. Je vous dis, c'est depuis 7 ans que nous nous préparons. D'accord. Alors, nous allons nous intéresser à votre communication dans le cadre de cette élection présidentielle-ci. Sur un de vos posts sur votre page Facebook, vous déclarez « Je ne serai pas le 3e président du Cameroun, mais le 1er président du Cameroun indépendant ». Pouvez-vous nous expliquer la portée de cette phrase? Le Cameroun n'a jamais été indépendant. Le Cameroun a reçu, entre parenthèses, une indépendance qui émane d'une volonté française qui était à bout de pression, et ils ont pris un truc là, ils ont dit au Cameroun, désormais vous êtes un pays indépendant. Et le Cameroun ne l'a jamais été, parce qu'en même temps qu'ils ont dit que le Cameroun est un pays indépendant, ils ont placé à la tête du Cameroun ce qu'ils voulaient pour servir leurs intérêts. Et jusqu'à ce jour, toute la structuration politique, économique du pays est une structuration dépendante. Donc, pour nous, le Cameroun n'a jamais été indépendant, et il est donc important que nous puissions acquérir cette indépendance. Si vous voulez, convoquons la Constitution. Je vous prouverai par la Constitution que le Cameroun est un pays dépendant. Convoquons les structures mises en place. Je vais vous prouver que le Cameroun est un pays dépendant. Allons dans l'économie. Je vous prouverai encore que le Cameroun est un pays dépendant. Mais donc, il faut le libérer. Nous sommes en mal parce que notre pays n'est pas souverain, n'est pas indépendant. Nos structures sont très mal pensées, sont pensées pour servir les intérêts des autres. C'est pour cette raison que le Cameroun n'est qu'un marché. Et les Camerounais ne sont que des clients. Toujours extrait de votre communication, Serge Espoir Matomba propose un projet de société fondé sur la souveraineté nationale, la justice sociale, la refondation de l'État ainsi que l'affirmation de l'identité et la diversité camerounaise. Alors, pour que nous comprenions tous bien, c'est-à-dire que les Camerounais de Makari à Olamzé, passant par Widikoum et Mindoro, puissent saisir la profondeur de vos actes. On va aller étape par étape, si vous permettez. D'accord. Qu'entendez-vous par souveraineté nationale? Vous avez déjà abordé quelques points, mais allons-y. Alors, on peut partir déjà de... Quand on parle de souveraineté, on parle d'un État qui décide de lui-même pour lui-même. Ce qui n'est pas le cas. Je vous prends un exemple. Le budget du Cameroun, quand on l'adopte, prenez le dernier, la loi des finances. Selon les prescriptions du FMI, ce n'est plus le Cameroun. En fait, le FMI, c'est quoi? C'est une institution financière. Oui. Comment elle vient vous prescrire un comportement financier? Mais elle vient parce que vous êtes allé chercher de l'argent chez eux. Est-ce que vous avez eu besoin de cet argent? Peut-être oui. Parce qu'en réalité, le système de dépendance qui a été créé vous oblige à aller chercher l'argent chez eux.
Mais si vous aviez pensé à un système d'indépendance, vous aurez compris que les ressources que vous avez, qui sont une véritable richesse, devaient vous empêcher d'aller chez ces gens, chercher de l'argent qui, eux, viennent vous conditionner aujourd'hui. Alors, les gens s'asseyent à Yaoundé, ils vous font des projets énergétiques, des barrages, des ceci, des cela, des gros mensonges comme ça. Ils savent que c'est des projets pour lesquels ils vont s'endetter et pour lesquels vous n'aurez pas de l'énergie plus tard. Parce qu'après, il y a toujours un justif. Non, on a le barrage, on n'a pas la voie de communication. Non, on finit même par avoir la voie de communication. Non, c'est Eneo qui dérange parce que ABCD, encore un fonds, n'est-ce pas, étranger qui vient gérer cette structure dont nous avons longuement plaidé pour qu'elle soit nationalisée et c'est en train d'être fait. Donc, c'est un exemple en énergie. Je pourrais aller ailleurs. La monnaie. Vous n'êtes pas souverain. Nous avons parlé. Ah, comme vous le dites, vous utilisez une monnaie qui ne vous appartient pas. Vous aviez eu une monnaie dans le passé qui s'appelait le CRU. Aujourd'hui, vous êtes sur le CFA qui est une monnaie appartenant au trésor français, c'est-à-dire à la France. Mais vous dites quand même que vous êtes souverain, vous êtes indépendant. C'est quand même un peu trop grave. Donc, je pourrais aller sur la souveraineté sanitaire, la souveraineté éducative, pour que vous puissiez comprendre qu'en réalité, dans le fond, notre pays est voué à l'échec si on continue dans cette lancée. Vous avez mentionné également la justice sociale. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, les Camerounais n'ont pas les opportunités de réussir, tous au même niveau. C'est ça la justice sociale. La justice sociale voudrait dire qu'on ne donne pas, on ne pense pas un avantage pour un tel et pas un tel. Qu'on ne revienne pas avec des histoires d'équilibre régional qui ne veulent rien dire. Qu'on dise, parce que vous êtes Camerounais, vous bénéficiez des mêmes droits, même si c'est ce que les textes disent et que ça ne se vérifie pas dans l'application, vous bénéficiez des mêmes droits que tous les Camerounais, y compris le président de la République. Affirmation de l'identité et la diversité camerounaise. Vous pouvez développer? Très rapidement, comment on se définit en tant que Camerounais? Vous savez, l'identité découle de ce qu'on peut appeler l'appartenance à une nation. Et une nation, par essence, se définit comme étant un territoire et une langue. Sauf que, au Cameroun, nous sommes sûrs d'avoir le territoire. C'est sûr. Mais la langue, nous n'en avons pas. Ce que nous avons deux langues, qui sont des langues issues de la colonisation. Le français. Et l'anglais. Qui est de la France. L'anglais, qui est de l'Angleterre. Mais est-ce qu'un Camerounais peut dire « je suis un Camerounais de la France » ou « je suis un Camerounais de l'Angleterre » La réponse est non. C'est quoi dans notre identité supranationale? C'est dans cette mesure que nous disons, nous allons proposer une langue nationale comme arrêter, nous allons adopter une langue nationale comme langue officielle, comme langue d'éducation, langue d'apprentissage. Et ce sera une langue qui fera partie de notre identité. Lorsque nous adopterons une langue nationale, ce sera la langue parlée dans toutes les administrations. Ce sera la langue parlée du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ce sera la langue de toutes les régions. Ce sera quelle langue exactement? Écoutez, il y a deux façons de choisir une langue pour une nation. Soit nous prenons une langue qui existe et nous l'appliquons comme langue nationale pour tout le pays, soit nous mettons les linguistes à contribution et ils vous sortent un produit d'une langue. Et de ces deux façons, nous avons le choix. Oui, mais comment adopter cela dans un pays aussi diversifié? Vous l'avez dit, nous avons plus de 260 ou 80 langues. Adopter une seule langue pour tout un pays, ça va se passer comment? Madame, c'est un choix politique. Je vous ai dit comment ça se passe. Il y a deux méthodes. Soit on choisit une qui existe, soit et on l'adopte comme langue officielle, langue nationale, soit on met les linguistes à contribution qui produisent une langue et qui est parlée de tous les Camerounais. C'est pas compliqué. On sort complètement du français et de l'anglais. Bien évidemment, on mettra le français et l'anglais de côté. Alors, on va parler économie. Dans votre programme, vous proposez la création d'1 million d'entreprises et de 5 millions d'emplois en 5 ans. Il s'agit de quel type d'entreprise? Quel secteur d'activité? Si je vous prends le secteur du textile, tissu, le Cameroun produit énormément de coton, mais coton que nous produisons, nous l'exportons en grande quantité. La plus petite quantité que nous donnons à SICAM, d'ailleurs SICAM est en train de fermer les portes parce que SICAM
ne peut pas tenir. Qu'est-ce que SICAM fait? Ou alors, qu'est-ce que nous faisons de notre coton camerounais? Donc, dans le secteur du textile, parce que nous mettrons sur pied une industrie de textile, et nous avons d'ailleurs choisi la région de l'extrême nord pour en faire de ce côté-là. Dans les industries du textile, madame, nous créerons un minimum de 50 000 emplois. Ceci en un an. Comment, concrètement? C'est quoi le textile? Est-ce qu'on se comprend? Oui, je vous comprends. Mon problème, c'est... Vous mettez sur pied l'industrie du textile. Ça veut dire que le coton qui est transporté, qui est cultivé, dont on allons augmenter la quantité de production, est mis sur, n'est-ce pas, est transformé localement. Des entreprises qui tournent dans le textile se mettent sur pied dans une ville, bien que dans d'autres entreprises, il y en aura aussi. Vous avez le secteur de l'éducation, dans lequel vous créez des milliers d'emplois sans que ces emplois ne soient des emplois purement étatiques. Nous allons accompagner. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons dit que nous mettrons 300 milliards comme garantie souveraine que nous allons mettre pour accompagner les entreprises. Et ces entreprises, jeunes, anciennes et autres sur le marché, qui voudront bénéficier de la garantie souveraine, auront des conditions minimales. Vous employez 5 employés, c'est un minimum. L'État vous accompagne. Dans un deuxième temps, vous bénéficiez de certaines réductions de taxes. Vous croyez qu'1 million d'emplois suffirait? On aura plus de 2 millions d'emplois qui seront créés. Parce qu'en réalité... Vous avez dit 5 millions d'emplois et 1 million d'entreprises. Oui, mais parce que ce que je veux dire là, c'est qu'on aura plus de 2 millions d'entreprises qui seront seulement créées. Parce que 1 million sera très peu. Puisque les entreprises sont accompagnées, le climat d'affaires est propice. Les entreprises peuvent émerger. Alors, sur 5 employés par entreprise, pour un nombre d'1 million d'entreprises, ça vous fait combien? 1 million, nous avons été modestes en parlant de 5 millions d'emplois. Nous sommes modestes parce qu'en réalité, nous sortirons du paradigme actuel. Nous sortirons du système actuel. Vous avez parlé de 300 milliards de francs CFA tout à l'heure. Comment est-ce que vous financez tout cela? Qu'est-ce que c'est que 300 milliards? Vous avez un budget de plus de 6 000 milliards. Si vous dites que dans votre budget, parce que là encore, je vais revenir pour vous montrer que notre budget sera doublé. Mais si vous dites que dans votre budget, chaque année, vous prenez 300 milliards, c'est quoi 300 milliards? C'est un jeu d'enfant. Alors, c'est rien du tout. Vous pouvez le tirer du budget. C'est rien du tout. Mais mieux, nous avons pensé à des mécanismes de financement qui seront générés par le contribuable. Attention, mais nous n'allons pas taxer le contribuable. Parce que quand nous le disons, plusieurs disent, ah non, le contribuable est déjà asphyxié. Non. Madame, dans ce pays, les plus riches payeront pour les plus pauvres. C'est l'inverse aujourd'hui. La structure économique aujourd'hui pousse les plus pauvres à travailler pour les plus riches. Ça a été pensé comme ça depuis longtemps. Mais on inversera. Les riches seront taxés sur les revenus. Je suis désolé de le dire, mais c'est important. Parce que la richesse d'un pays qui est gagnée dans un pays doit être réinjectée dans ce pays. Les pauvres ne vont pas travailler pour les riches, comme c'est le cas. Donc, le mécanisme de financement, ne vous en faites pas, nous les avons déjà pensés, structurés pour que notre pays devienne un boom économique mondial. Une situation commune à tous les Camerounais, c'est l'insécurité ambiante et généralisée, à côté de laquelle on observe une relation plutôt ambiguë avec les forces de l'ordre. Quel est le regard que vous portez sur cette situation et vous, président, demain, qu'est-ce que vous faites pour y remédier? Alors, la première des choses, c'est l'éducation citoyenne. Chaque Camerounais doit être l'agent de sécurité de son voisin. Lorsque vous avez intégré cette valeur, il est difficile que vous soyez le danger de votre voisin. Il est difficile que vous voyez votre voisin en danger et que vous laissiez ce voisin périr parce que vous avez omis soit de le protéger ou de l'avertir. C'est d'abord une question d'éducation. La deuxième chose, c'est que nos forces de maintien de l'ordre seront véritablement, ils le sont déjà, ils sont outillés. D'ailleurs, ils font un travail très remarquable. Mais nous renforcerons leur
comment je vais dire, nous renforcerons leur capacité matérielle, leur capacité financière et leur capacité d'agissement. Nous allons renforcer cela pour qu'ils soient beaucoup plus prêts à toute éventualité. Mais mieux, madame, le problème d'insécurité, c'est aussi un problème de pauvreté. Nous avons des partenaires militaires avec d'autres pays, des partenariats militaires avec d'autres pays. Pour certains qui nous donnent du renseignement, qui travaillent dans le renseignement. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Lorsque ça ne marche pas, on change de partenaire s'il le faut. En attendant que nous-mêmes, nous puissions avoir les moyens pour nous doter de tout ce qu'il faut pour le renseignement militaire. Parce que là encore, pour les opérations terrestres, comme je dis, j'ai totalement confiance en notre armée. Et je crois que notre armée peut mener des guerres et les remporter. Mais pour les opérations de renseignement, elle fait les efforts. Mais pour les partenaires avec lesquels elle travaille, je crois qu'il faut les changer. Il est peut-être temps de les changer. Mais entre-temps, Boko Haram n'est pas notre seul problème. Nous avons du côté du nord-ouest et du sud-ouest des sécessionnistes. Nous avons la frontière est qui est de temps en temps en proie aux incursions de bandes armées et enlèvements. Vous, président, demain, vous faites comment pour pacifier ces régions-là et consolider l'unité nationale? Madame, le problème, je vous ai donné des pistes de solutions tout à l'heure. Quand j'ai parlé de sécurité, le problème du nord-ouest et du sud-ouest, c'est un échec d'implémentation d'une vision, d'abord, qu'il n'y a pas eu dans le temps. Vous savez, la politique de diviser pour mieux régner a toujours fonctionné jusqu'au jour où les gens décident de s'unir. C'est là que cette politique échoue. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest? Certains vous disent que c'est un problème culturel. Donc, il n'y a aucune culture anglaise, aucune culture francophone qui nous pousse à nous entretuer. Nous avons dit, madame, dès que nous prendrons le pouvoir, écoutez-moi très bien, il n'y aura plus de Camerounais francophones ou anglophones. Il y aura un Camerounais. Le français et l'anglais, nous allons bannir cela. Passerait en troisième position. À qui profite la division du Cameroun? La division profite aux Occidentaux. D'abord. Deuxièmement, profite au pouvoir en place qui entretient un régime, qui entretient un système, qui lui milite même pour qu'on ne puisse pas s'unir, même si vous parlez d'union ou alors d'unité. Nous dialoguons déjà et tenez-vous tranquille. D'ailleurs, vous avez vu que nous avons des partenaires politiques de la zone appartenant du nord-ouest et du sud-ouest qui nous ont rejoints dans notre dynamique présidentielle, qui sont d'accord que nous puissions aller faire la construction d'un Camerounais pour la région de l'Est. Il n'en est de même. Ce problème de sécurité ne peut pas exister si nous étions nos forces de défense, si nous dialoguons avec notre voisin de Centrafrique, si nous unissons les forces pour combattre cela. Ce n'est pas compliqué, madame. C'est une question de volonté politique. Nous abordons des questions de style, histoire d'aller un peu plus en légèreté. Je peux constater que vous êtes très bien vêtu, et c'est général. Vous avez l'habitude de vous vêtir de vêtements respectant les codes de la mode africaine. Est-ce que vous allez suivre l'exemple de l'administration burkinabé, qui il n'y a pas longtemps a décidé d'africaniser les uniformes administratifs, notamment ceux des professeurs d'université et de la magistrature suprême, abandonnant complètement les perruques et les toges toutes noires? Nous sommes des Africains. Et l'Africain doit être fier de ce qu'il est. Le Camerounais doit être fier de ce qu'il est. On ne peut pas avoir honte de porter ce que nous produisons. On ne peut pas être beau seulement dans les tenues des autres. Parce qu'ils nous font voir dans leur télé et dans tout ce qui est que c'est en faisant ça que vous êtes beau. On ne peut pas continuer à croire que nos femmes sont seulement belles quand elles portent les mèches des autres. Nos femmes sont belles naturellement. Nos femmes sont belles avec des coiffures naturelles. Même si l'excuse parfaite, c'est que ça coûte cher de les entretenir. Non, mesdames, nous vous donnerons les moyens de les entretenir. Alléluia. Parce qu'en réalité, nous vous préférons ainsi. J'ai dû rencontrer la ministre de l'enseignement secondaire il y a 3 ou 4 ans, bien avant que les Traoré n'arrivent au pouvoir. J'ai échangé avec elle en lui disant, madame, si vous essayez d'imposer pour nos élèves les tenues faites à base de tissus,
au Cameroun, ce sera une bonne chose. Bon, sa réponse, je l'ai comprise. Et je l'ai compris. Elle m'a dit, ça ne dépend pas d'elle. Mais je lui disais que le faire, c'est non seulement créer au moins 5000 emplois. Parce que si, comme tout de suite, imaginez les millions de Camerounais qui vont au secondaire. Je ne parle pas du primaire. Imaginez. Allons donc maintenant au primaire. Remontons la pente. Allons dans l'administration. Mon Dieu, vous imaginez ce que ça va faire pour l'économie camerounaise? Et puis on est là, on crie qu'on est pauvre. Donc, si vous êtes président, nous aurons des tenues dans l'administration vraiment africanisées. Rassurez-vous, nous ferons la promotion du tissu camerounais, des tissus camerounais. Nous ferons la promotion de la culture camerounaise, de la culture africaine. Rassurez-vous. Et ce que nous produisons deviendra très moins cher sur le marché. Parce que nous mettrons les moyens. Parce que l'autre excuse, c'est non, c'est trop cher. Non, ça sera moins cher à partir du moment où la demande devient forte. À partir du moment où nous élevons les taxes et les impôts de tout ce qui vient d'ailleurs. Comment vous expliquer qu'on vient vendre un tissu sur le marché à 3 000 francs pendant que le tissu produit au Cameroun coûte 6 000, 7 000, parfois même 10 000? Comment vous expliquer? Mais c'est ça. On met plus d'argent pour la production locale. On augmente les taxes de tout ce que les gens vont... Parce qu'il ne faut pas qu'on dise qu'on va empêcher que les produits ne viennent. Mais ces produits-là seront taxés. D'accord. De telle sorte que si on doit les vendre ici, vous allez préférer acheter les produits du Cameroun. Dans un élan d'africanité et de décolonisation complète, est-ce que nous allons supprimer les prénoms occidentaux de nos actes de naissance? Nous allons reformer l'état civil, ça c'est sûr. Mieux, refonder l'état civil, ça c'est sûr. Mais des choses se feront progressivement. Dès que nous recommencerons à mettre en valeur nos noms, il est évident que les prochains parents mettront en valeur les noms. D'accord. C'est comme ça que c'est un processus. Serge Espoir Matomba, votre candidature a été retenue ainsi que 11 autres à cette élection présidentielle. Vous considérez-vous comme étant en course contre 11 candidats ou, comme certains observateurs le disent, ce sont 11 candidats contre le président sortant, son Excellence Paul Biya? Écoutez, notre adversaire est connu, c'est le président Paul Biya. Mais nous avons l'obligation de gagner tous les autres candidats, puisque Paul Biya fait partie des autres candidats. Si on gagne Paul Biya et que les autres candidats nous battent, ça veut dire qu'ils ne sont pas. Ça veut dire que nous nous sommes trompés complètement d'adversaire. Qu'est-ce que nous voulons au juste? C'est implémenter notre projet de société pour le Cameroun. C'est libérer le Cameroun. C'est ce que nous voulons. Donc, en réalité, tous ceux qui iront aux élections, je précise, tous ceux qui iront aux élections contre nous seront nos adversaires. D'accord. Il faut que ce soit clair. Mais il faut dire que, pour le moment, nous sommes en train de travailler avec plusieurs formations politiques en vue de dégager une candidature consensuelle, sans omettre de dire qu'il y a plusieurs partis qui nous ont rallié la candidature de Serge Espoir Matomba, qui supportent la candidature de Serge Espoir Matomba pour l'élection présidentielle. Ça, il faut peut-être que je le dise et que je le précise. Encore, il y a quelques heures, un autre parti est arrivé encore pour soutenir la candidature de Serge Espoir Matomba. Mais nous sommes présentement en train de discuter avec d'autres partis sur des stratégies que nous allons mettre en place pour dérouter le parti au pouvoir. Il faut le dire, nous sommes là pour implémenter notre projet de société et tous ceux qui seront aux élections avec nous seront nos adversaires. On vous a vu justement faire partie de ce groupe de réflexion qui implique différents candidats à l'élection présidentielle, ce qu'on appelle vaguement le groupe de Fumban. Est-ce que ce groupe a déjà son candidat unique et son programme commun? Le programme commun est en train d'être élaboré. Hier encore, il y avait une réunion autour de la mutualisation pour les scrutateurs, les représentants dans les bureaux de vote, mais le candidat n'est pas encore défini. Il faut dire que ce groupe travaille toujours. D'accord. Donc, si un candidat est défini, un candidat consensuel, vous aspirez à être ce candidat-là? Bien évidemment. Et si davantage ce groupe
la candidature se porte vers une autre Je personne. supporterai cette candidature. D'accord. Mais pour l'instant, nous avons toutes les chances de notre côté pour être ce candidat et nous faisons tout pour être. D'accord. Donc, ce ne sera pas Matomba ou rien. Non, nous ne sommes pas dans la logique de Matomba ou rien, mais nous sommes dans la logique de libération du Cameroun ou rien. Alors, vous êtes un politicien d'expérience. Vous êtes d'ailleurs un observateur privilégié de la scène politique camerounaise. Qui seraient, selon vous, les personnes les mieux indiquées pour exécuter la politique d'un programme consensuel, un programme de gouvernance consensuelle dans les domaines régaliens de l'État? Je vous donne quelques exemples. Disons, le Premier ministre. Qui est-ce que vous voyez? Comme Premier ministre, Mhm. d'abord, mon Premier ministre sera une femme. Intéressant. Pourquoi? Parce que la femme a quelque chose de spécial. La femme, elle sait remplir son rôle au-delà d'avoir de la vision. Ok, ce sera quelle femme? Ah, vous voulez que je vous la donne là maintenant? Mhm. Non, vous allez créer une amie là dehors. Et au MINREX, ministère des Relations extérieures, vous voyez qui? Je crois que ce sera aussi une femme. D'accord. Ministère de l'administration territoriale. Là, par contre, ce sera un homme. Pourquoi? Parce que déjà, le ministère sera redéfini. Parce que ce sera un homme. D'accord. Et vous ne voulez pas me donner des noms comme ça au hasard auxquels vous avez pensé? Non, il faut dire que je travaille et j'identifie au jour le jour dans des postes ministériels hyper stratégiques comme ceux que vous avez cités. Il y a le MINSanté, MINFI, éducation. Les femmes auront une très bonne place. Vous regardez ma petite caméra et vous avez 30 secondes pour convaincre non pas les sceptiques, mais les abstentionnistes de voter. Go. Le Cameroun n'a pas un problème de personne. Le Cameroun a besoin d'être libéré. Libéré de ces chaînes. Ces chaînes qui sont nombreuses. Elles sont internes, elles sont externes, elles sont visibles, d'autres sont invisibles. Je ne voudrais pas revenir sur les mots que vous vivez, que tu vis tous les jours. Mais je voudrais te rassurer d'une chose. Ce pays, notre pays, a besoin d'être indépendant, souverain, a besoin de casser tous les codes afin que tu puisses te soigner. Parce que nous définirons dans notre politique de sanitaire la meilleure formule pour tes soins gratuits. A besoin que tu sois en sécurité. Parce que nous prenons les précautions pour que notre armée, nos forces de défense et de sécurité puissent être outillées et puissent avoir le meilleur pour toi et moi. Nous prenons des mesures pour que l'eau, l'électricité ne puisse pas te manquer. Pour que l'éducation soit accessible. Ce pays a besoin de souveraineté pour que toi et moi puissions vivre décemment. Pour que tu ne puisses pas rêver de notre pays, vouloir partir. Et pourtant, le pays a toutes les richesses. Le pays pourrait tout offrir. Je voudrais te rassurer, toi qui m'écoutes et toi qui me regardes, que je ne pourrais pas le faire seul. Je ne le ferai qu'avec toi. C'est important de te le dire. Je ne pense pas que je suis un messie, mais je pense que je peux être ton messager. Je peux accomplir la mission pour laquelle tu me choisiras, celle de libérer ce pays et celle de positionner ce pays comme un modèle au niveau africain, au niveau mondial. Et je crois que nous pouvons le faire. Je voudrais qu'on construise ce pays dans un langage de vérité. Je voudrais qu'on efface toutes nos douleurs parce qu'on se parlera. 30 secondes. Parce que nous sommes appelés à être ensemble. Je voudrais que nous puissions construire une nouvelle identité, celle qui pourra nous distinguer des autres
et celle qui fera en sorte que nous soyons respectés. C'est pour cette raison que je te dis aujourd'hui, j'ai besoin de toi pour réaliser cela. Et avec toi, nous transformerons nos ressources en richesses. Avec toi, nous transformerons nos richesses en emplois. Et avec toi, nous transformerons nos emplois en dignité. Je voudrais que tu sois fier du président que je serai demain et du Camerounais que tu seras demain. Merci. Merci Serge Espoir Matomba d'avoir honoré ce rendez-vous, de nous avoir donné de votre temps pour que nous puissions échanger. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que s'achève cette émission, The Interview, ce numéro avec notre invité, Serge Espoir Matomba. Nous avons exploré un itinéraire, questionné un projet de société. Le 12 octobre prochain, ce sera votre choix qui décidera de l'avenir du Cameroun. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner pour plus de contenu sur Season Media.